Par le passé, j'ai parlé de la position métaéthique de Sam Harris, c'est-à-dire le réalisme moral. Et chez Sam Harris, on parle d'un réalisme moral qui consiste à affirmer que la science est l'approche qui permet de répondre de mieux en mieux à nos questions éthiques et politiques. Pour regarder la conférence TED de Harris sur le sujet ou pour écouter mon cours sur la théorie de Sam Harris, je vous invite à cliquer sur les liens dans la description. Dans ce cours-ci, je vais faire le lien entre la théorie métaéthique de Sam Harris et un livre écrit par un neuroscientifique français, Michel Desmurget. C'est un livre qui traite de l'usage des écrans, en particulier par les enfants. Alors, pour plus d'informations sur le livre dont je parle, vous pouvez aussi cliquer sur un lien dans la description de la présente vidéo. À mon sens, la démarche de Desmurget représente une application des idées de Sam Harris à une question éthique en particulier, celle de l'usage des écrans. Plus précisément, la question de savoir, par exemple, dans quelle mesure on doit inciter les enfants à utiliser des ordinateurs, des jeux vidéo, autres appareils à écran, dans quelle mesure on devrait utiliser les écrans dans les écoles primaires. Et il y a peut-être une différence entre l'usage qui serait à prescrire au secondaire et ce qui serait à prescrire au primaire. On peut aussi se demander dans quelle mesure on doit permettre aux jeunes d'utiliser des écrans parce qu'il y a ce qu'on les incite à faire, mais il y a aussi ce qu'on leur permet. Est-ce qu'on devrait limiter le temps que les enfants passent à regarder la télé, utiliser un ordinateur, jouer à des jeux vidéo? Est-ce que ça change avec l'âge? Parce qu'il y a des bonnes raisons de supposer qu'un enfant de 3 ans et un jeune de 14 ans, c'est quand même différent. Et en fait, on pourrait même aussi se demander dans quelle mesure l'usage des écrans est bon pour les adultes. Il y a sûrement des usages d'écran meilleurs que d'autres. Alors, le portrait qui est dressé par Michel Desmurget dans son livre Desmurget s'est amplement informé sur les études scientifiques qui ont été menées pour en apprendre plus sur les effets des écrans sur les enfants. Et le portrait qu'il dresse mène à une conclusion plutôt défavorable à l'usage des écrans par les enfants. Pour faire un résumé assez général, voici quelques éléments qui sont ressortis de ma lecture de son livre. Alors, premièrement, l'usage des technologies digitales chez les jeunes tourne essentiellement autour du divertissement. Alors, on aurait tort de voir dans l'usage d'Internet un outil grâce auquel les jeunes s'informent ou s'instruisent. C'est possible de s'en servir pour ça. Mais manifestement, ce n'est pas l'usage principal qui en est fait par les jeunes. Et Desmurget dit aussi qu'on se fait des idées en pensant que les enfants peuvent apprendre de manière autodidacte sans l'aide d'un enseignant grâce à Internet. Puis effectivement, ce n'est pas parce qu'ils peuvent trouver toutes sortes de choses sur Internet qu'ils savent comment traiter ce qu'ils trouvent sur Internet. Ils comprennent pas nécessairement ce qu'ils lisent s'ils n'ont pas l'assistance d'un adulte ayant un plus grand bagage de connaissances. Et ils ne savent pas non plus nécessairement faire la différence entre de l'information valable et des conneries. Pardonnez-moi d'être direct, mais vous savez bien que n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur Internet. Alors, quand on n'a pas un certain bagage de connaissances qui nous permet de discriminer ce qu'on lit selon que ça semble plausible ou non, bien, ce n'est pas vrai qu'on peut apprendre toutes sortes de choses simplement en utilisant Internet. Deuxièmement, certains affirment que le fait d'apprendre dès l'enfance et possiblement à l'école primaire à utiliser ces technologies fait en sorte que les enfants
vont devenir des adultes qui sauront mieux se débrouiller, puisque les écrans sont présents un peu partout, que ce soit sur le marché du travail ou ailleurs. À ça, Desmurget répond en gros qu'on peut apprendre assez vite à utiliser les nouvelles technologies, même si on n'y a pas été initié dès l'enfance. Par contre, la surutilisation des écrans par les très jeunes enfants, ça a pour effet de les détourner d'activités qui sont essentielles à des apprentissages de base qui, eux, ne peuvent pas être complètement rattrapés s'ils n'ont pas été faits pendant les premières années de la vie. Je vous lis un extrait du premier chapitre du livre de Desmurget. D'un côté, une conversion tardive au numérique ne vous empêchera nullement, pour peu que vous y passiez un minimum de temps et ayez au moins le QI d'une palourde, de devenir aussi agile que le plus chevronné des digital natives. Ça, c'est une expression utilisée par Desmurget pour parler de ceux qui ont connu l'écran dès leur enfance, par opposition aux générations pour lesquelles les ordinateurs sont arrivés plus tard dans leur vie. Alors, je reprends la citation. D'un autre côté, une immersion prématurée vous détournera fatalement d'apprentissages essentiels qui, en raison du verrouillage progressif des fenêtres de développement cérébral, deviendront de plus en plus difficiles à effectuer. Alors, je donnerai plus de détails dans des prochaines vidéos, mais juste avec ce qui précède, on peut faire le rapprochement avec la théorie métaéthique de Sam Harris. On peut constater que l'approche de Desmurget est à la fois scientifique, c'est-à-dire empirique et rigoureuse, et conséquentialiste, même s'il n'utilise jamais le mot conséquentialisme dans son livre. C'est un terme qui est surtout utilisé par les philosophes, mais ce que Desmurget propose, c'est de prendre en compte ce que l'on sait sur les conséquences de l'usage des écrans sur le bien-être. Et aussi de continuer de chercher à en savoir plus en continuant de faire des recherches empiriques et rigoureuses. Ça rejoint tout à fait l'idée de Sam Harris, selon laquelle plus on acquiert de connaissances scientifiques sur les impacts de nos façons d'agir, mieux on est capable d'orienter l'action humaine de façon à maximiser le bien-être. Mieux on est capable de prendre des bonnes décisions sur les règles de conduite qu'on adopte individuellement, sur les façons de faire qu'on adopte dans les institutions, par exemple dans les écoles, sur les bonnes manières d'élever les enfants, etc. Alors j'insiste, Desmurget partage manifestement le souci de Sam Harris pour le bien-être. Il dit explicitement se soucier de l'intérêt des enfants et du bien collectif. Desmurget rejoint aussi Sam Harris sur l'idée de se fier aux experts. Il est commun de réagir aux conseils qui reposent sur ce que disent des experts, surtout sur des questions d'ordre éthique, en invoquant son droit à son opinion. Alors Desmurget écrit dans le prologue de son livre que science et opinion n'ont pas la même valeur, et ça rejoint tout à fait une idée très présente chez Sam Harris, qui est d'ailleurs mise de l'avant dans la conférence pour laquelle vous pouvez trouver un lien dans la description. Alors, c'est l'idée à l'effet qu'on n'a pas à considérer toutes les opinions comme égales. Pas plus sur les questions normatives que sur des questions qui concernent la physique, par exemple. Pas plus sur les questions morales que sur des questions qui concernent la nutrition ou la santé. Qu'on ait droit à son opinion, c'est pas la même chose que dire que notre opinion a une quelconque valeur épistémique. On a peut-être le droit de croire ce qu'on croit, mais ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça ne veut pas dire que c'est impossible qu'on ait tort. Comme j'aime bien le dire à l'occasion, c'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose qu'on a raison de le faire. Ici, il y a la notion de liberté qui est inévitable en éthique et en philosophie politique qui entre en jeu.
Et Desmurget a conscience que ses propos risquent d'être interprétés comme l'expression d'une volonté de limiter la liberté individuelle, notamment de dire quoi faire aux parents, de dicter aux parents comment élever leurs enfants. Alors cette notion-là de liberté, elle est abordée par Sam Harris, sachant que des façons d'agir ont des effets nocifs pour le bien-être. Étant donné qu'on veut maximiser le bien-être, est-ce que ça veut dire qu'on va justifier d'interdire chaque chose qui a des effets nocifs? Est-ce qu'on devrait interdire aux parents de laisser leurs enfants regarder la télévision ou jouer aux jeux vidéo, puis peut-être même envoyer la police vérifier ce qui se passe dans la maison des petites familles ordinaires? Mais bien sûr que non. Tout comme le fait de savoir que la consommation d'alcool a des effets nuisibles et de faire des campagnes de sensibilisation pour en informer les gens, ben ça ne mène pas à la conclusion que ça devrait être interdit aux adultes de consommer de l'alcool dans des contextes jugés convenables. Ici, je vous rappelle un argument de Sam Harris pour défendre la liberté. Prioriser le bien-être, ça ne veut pas dire qu'on veut établir des lois strictes pour contrôler le comportement des gens, parce que la liberté individuelle, c'est justement une condition nécessaire au bien-être. Et c'est un point de vue qui semble partagé par Desmurget, c'est-à-dire de laisser de la place à la liberté individuelle. Il dit explicitement que son but, ce n'est pas qu'on établisse des lois restrictives, mais bien qu'on informe les gens des effets de l'usage des écrans, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Ça m'amène à un autre élément important au sujet de la notion de liberté. Avoir une réelle liberté, ça implique justement d'avoir certaines connaissances. Être libre, pour faire court, c'est pouvoir choisir. Mais il faut choisir de façon éclairée pour avoir une liberté substantielle. Prenons un exemple pour illustrer de quelle manière le droit à la liberté peut impliquer d'avoir besoin d'avoir certaines informations. J'imagine que vous savez que les médecins ont le devoir de donner à leurs patients toutes les informations nécessaires, toutes les informations qui sont pertinentes quant au traitement qu'ils proposent aux patients. Pourquoi? Parce que le patient doit consentir à tout traitement avant que le médecin puisse procéder. Et on tient pour acquis, certainement avec raison, que les patients ne savent pas toutes les mêmes choses que les médecins et qu'il y a des choses qu'ils ont besoin de savoir pour donner un consentement valable, c'est-à-dire un consentement éclairé. Et c'est pour ça que le médecin a la responsabilité de les informer. Alors, ce principe qui s'applique dans la relation entre un médecin et son patient s'applique dans bien d'autres sphères de la vie. La connaissance est émancipatrice. La science est émancipatrice. Parce que plus on connaît bien les situations dans lesquelles on se trouve, plus on peut anticiper les conséquences probables de ses choix et du coup faire des choix éclairés. Plus de détails dans les prochaines capsules.